Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La communauté internationale célèbre chaque 1er décembre la journée de lutte contre le sida. Dans cette édition, on fait un point sur le niveau du Bénin en ce qui concerne les aspects spécifiques de cette maladie. Bavure policière au Bénin, le ministre de l'Intérieur donne les limites à ne pas franchir. Le sport en fin de ce 19h avec les réactions sur la qualification de l'équipe nationale à la CAN Maroc 2025. L'ossature du journal ainsi présenté, place au développement. À nouveau, bonsoir. Les réticences de l'Union progressiste Le Renouveau continuent de faire couler d'encre et de salive. Si pour certains, ce parti proche du pouvoir rend à l'opposition la monnaie pour toutes les fois où elle a manqué de le soutenir au Parlement, pour d'autres, le parti est dans ses droits d'observer des réserves. Aujourd'hui, l'Union progressiste ne peut plus se mettre dans la position de quelqu'un qui doute de la fiabilité du processus électoral, de quelqu'un qui ne peut plus mettre confiance dans les dispositions légales qu'elle-même a votées, comme le prétend le cadre de concertation. Donc c'est normal que l'UP et tout d'ailleurs, je pense, tout parti de la mouvance présidentielle ne saurait s'acoquiner à ce jeu. Comme le communiqué l'a rappelé, le mot fichier aujourd'hui n'existe plus parce que les réformes électorales ont fait aujourd'hui que la liste électorale est extraite des données de l'état civil, de l'ANIP. Donc il n'y a plus aujourd'hui un registre où, quand les élections arrivent, ceux qui sont en âge de voter iront s'inscrire. Donc parler même de fichier électoral, c'est pas bien clair, c'est pas bien. Maintenant, si c'est de la liste électorale, il s'agit, il y a un temps où on aura la liste, et quand on aura la liste, on peut maintenant voir si, entre-temps, par rapport peut-être au centre de vote, au bureau de vote, ou bien par rapport aux gens qui sont décédés, est-ce que tout est propre. En ce moment, ce n'est pas seulement le cadre de concertation qui sera préoccupé, c'est toute la classe politique qui sera préoccupée pour faire ce travail. Donc pour le moment, le cadre de concertation a été très vite en besogne. C'est peut-être un piège que l'UPA a évité, puisque en tant que parti de la mouvance présidentielle et représenté au Parlement pour avoir voté une loi, aujourd'hui, elle ne peut plus, l'Union progressiste ne peut plus se mettre dans la position de quelqu'un qui doute de la fiabilité du processus électoral, de quelqu'un qui ne peut plus mettre confiance dans les dispositions légales qu'elle-même a votées, comme le prétend le cadre de concertation. Et toujours par rapport à cette question, le porte-parole du gouvernement a été interpellé mercredi. À la fin de son point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres, il a été interpellé par les journalistes sur le sujet. Voici ce qu'il en dit. Il n'y a aucune confusion. Le gouvernement est différent des partis qui le soutiennent. Le gouvernement est différent des partis politiques. Et la vie quotidienne des partis politiques n'est pas le menu des séances du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est dit favorable à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, en recevant la délégation d'un des partis d'opposition en novembre 2023, avait déjà affirmé son accord pour la réalisation de l'audit sollicité par ce parti. Et il était attendu de ce parti les diligences subséquentes pour faire ses propositions au gouvernement, notamment le profil ou les CV des experts qui ont des états de service avérés en matière d'audit de fichiers électoraux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le gouvernement a attendu 1 an avant d'avoir une réponse formelle du parti d'opposition. Et conformément à l'engagement qu'il avait pris 1 an plus tôt, le chef de l'État a réitéré son accord pour la réalisation de cet audit. Le gouvernement a partagé cet accord et c'est pour ça que le garde des Sceaux a été mandaté
pour rencontrer les partis dits du cadre de concertation de l'opposition. Donc il n'y a aucune incohérence entre le fait que le gouvernement soit d'accord pour la démarche souhaitée par l'opposition et le fait qu'un parti politique soutenant l'action du gouvernement ne se retrouve pas dans la démarche proposée ou sollicitée par ce parti d'opposition, lequel parti politique soutenant les actions du pouvoir a bien argumenté dans le communiqué que vous évoquez, en tout cas en droit, pourquoi il ne se sentait pas solidaire d'une telle démarche. Plus de fuites de téléphones portables des citoyens en désordre. Le ministre de l'Intérieur, lors d'une rencontre avec la hiérarchie, envoie un signal fort pour qu'on en finisse avec les bavures policières qui tournent mal depuis quelque temps au Bénin. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons à la fin de nos échanges abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. Nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. Désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. En dehors de ces cas de bavure qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Je veux pour finir rassurer les populations comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Avec Mathilde Aïmoan, explorons le reste de l'actualité toujours au plan national. On parle de la désignation des chefs de village et quartiers pour démarrer cette compilation de l'actualité nationale. Un citoyen béninois a déposé sa requête au siège de la haute juridiction en matière constitutionnelle pour contester la légalité du pouvoir du parti Union progressiste Le Renouveau à participer au processus de désignation des chefs de village et de quartiers de ville du Bénin. Dans sa requête, l'individu évoque une violation des dispositions légales régissant la désignation des chefs de village et quartier. Selon l'article 210 du Code électoral, cette désignation doit s'appuyer sur les résultats des élections communales de 2020. Or, il dit constater avec étonnement que l'UPR, un parti politique créé en 2022, postérieurement à ces élections, a été impliqué dans un processus. Pour lui, il semble incohérent et non fondé qu'un parti politique n'ayant pas participé aux élections de 2020 puisse prétendre y être représenté ou y exercer une influence quelconque en contradiction flagrante avec le cadre normatif en vigueur. Il demande aux sages de la Cour de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect des tests et restaurer la légalité dans cette procédure. Toujours au plan national, la Criette a requis 38 mois de prison contre Éric Yétognon. L'ancien directeur national du contrôle des marchés publics, Éric Yétognon, est mis en cause dans une
d'une affaire de fraude présumée dans plusieurs marchés publics. L'ex-patron de la Direction nationale du contrôle des marchés publics est poursuivi avec 14 autres personnes pour fausse attestation et abus de fonction. Parmi les autres mis en cause, des personnes responsables des marchés publics et des secrétaires sont également concernés. Tous les mis en cause ont comparu mercredi 27 novembre devant la Criette lors d'une audience spéciale. Et pour finir, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a reçu mardi 26 novembre dans son cabinet le nouvel ambassadeur de Venezuela près le Bénin, Jesus Alberto Gracia. À l'issue de cette audience, le diplomate vénézuélien s'est montré enthousiaste quant à la qualité des échanges. Il a déclaré avoir discuté avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, spécifiquement de la réactivation du groupe d'amitié parlementaire entre le Venezuela et le Bénin. Aussi a-t-il souligné avoir partagé avec Louis Vlavono les propositions discutées avec le président Patrice Talon pour dynamiser les relations économiques, diplomatiques et culturelles entre les deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte où les relations bilatérales entre le Bénin et le Venezuela cherchent à se diversifier. Radio Afrique Santé, votre santé est notre priorité. Comment faire pour réduire de façon conséquente la consommation excessive de l'alcool au sein de la population? Cette préoccupation a fait l'objet d'un atelier initié par l'ONG BAPA. Samuel Kora était sur place. Voici son reportage. L'abus d'alcool constitue un problème de santé publique majeur dans de nombreux pays. Cet atelier, organisé par l'ONG Bénin Alcool Policy Alliance, vise à outiller les participants sur les enjeux liés à la consommation d'alcool et à définir des stratégies de régulation adaptées. Dr Serge Dedjinou, coordonnateur national de l'ONG BAPA. L'ONG BAPA a été créée en août 2021. Nous avons comme objectif de lutter pour la réduction de la consommation de l'alcool au Bénin. Et également, nous avons comme second objectif de mener des plaidoyers pour des politiques de contrôle de l'alcool au Bénin. Et enfin, nous sensibilisons sur les méfaits. Comme vision, nous voulons un Bénin sobre où les populations sont en bonne santé. Cet atelier a été organisé dans le cadre de l'assistance technique de la structure régionale West African Alcohol Policy Alliance, WAPA, qui a voulu nous appuyer techniquement. Donc c'est sous forme de renforcement de capacité. Et nous avons vu à travers les différents intervenants qu'il y a trop de laisser-aller qui profitent à l'industrie de l'alcool. Depuis les années 70, le slogan était « L'alcool ronge, nuit et tue ». Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce slogan ne va pas changer. Nous pouvons également affirmer que l'alcool ronge, nuit et tue. Madame Danjinou Justine, responsable à la prévention des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, a souligné l'importance de cet atelier et sa conviction que la lutte sera bien menée et victorieuse pour les parties prenantes. Pour tout ce que nous avons appris depuis ce matin, je pense que chacun de nous, en venant ici, a certainement des réserves par rapport à ce que la lutte contre la consommation de l'alcool, comment est-ce que cette lutte peut être menée. Mais avec tout ce que nous avons entendu, avec les échanges fructueux que nous avons eus, il y a un effet d'optimisme qui se lie. Et moi, je voudrais dire que l'optimisme est né en moi et demeure. Et j'ai la ferme conviction que cette lutte que nous sommes en train de prôner va arriver au bon port. Écoutons à présent le représentant WAPA, l'institution qui accompagne BAPA dans la mise en œuvre de l'élaboration de cette politique de contrôle de l'alcool. This meeting is supposed to build the capacity, civil society organizations and government officials. À travers cet atelier, il est prévu le renforcement des capacités des parties prenantes et des membres de la société civile. Donc, c'est une nouvelle initiative que nous sommes en train d'entreprendre dans le domaine du contrôle de l'alcool. Donc, selon les rapports de l'OMS, la consommation de l'alcool est très très dangereuse.
Those consuming are ending up with liver cirrhosis. Donc les consommateurs de l'alcool sont souvent victimes de cirrhoses, des maladies comme cirrhose de foie, des cancers. Others too are dying on the road as a result of drink driving. Et beaucoup meurent dans les accidents de circulation puisqu'ils sont en train de conduire sous l'effet d'ivresse. We are expecting that going forward, stakeholders will come together to develop a comprehensive national alcohol policy. Donc nous sommes en train d'espérer que les parties prenantes et les membres de la société civile tous ensemble vont joindre la main et créer une alliance de lutte contre la consommation de l'alcool. Ce premier atelier marque une avancée significative dans la lutte contre les méfaits de l'alcool. Tous les acteurs présents s'accordent à dire que seule une action concertée permettra de relever ce défi de santé publique. La journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au sida. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition 2024 est « Suivons le chemin des droits ». Le slogan de cette édition vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Lancée en 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, des agences des Nations Unies, des gouvernements et la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques au VIH. Où en est-on au Bénin? Suivons. On a estimé le nombre de personnes vivant avec le VIH au Bénin à 69 000. Mais cette prévalence qui apparemment est faible cache un certain nombre de disparités. Disparités d'abord entre les sexes, à savoir que les femmes sont plus infectées que les hommes, mais disparités également en fonction des groupes cibles. Nous avons aujourd'hui des populations qu'on appelle communément populations clés, au sein desquelles la prévalence du VIH est très élevée, qui est de l'ordre de près de 10% de la moyenne nationale qu'on a au niveau de la population générale. Ainsi, quand on prend les professionnels de sexe, la prévalence a été estimée en 2021 à 7,2%. Quand on prend les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, elle a été estimée à 8,1%. Et quand on prend les consommateurs de drogue par injection, elle a été estimée à 2,2%. Aujourd'hui, nous disposons des autotests. Donc, vous ne serez même plus obligé d'aller dans une formation sanitaire. On vous donne l'autotest, vous vous enfermez vous-même, vous le faites. Et dès que c'est réactif, vous allez maintenant chercher à avoir les services de santé pour bénéficier de traitement. Est-il facile de vivre avec la maladie au Bénin? Nous avons rencontré un couple qui vit avec depuis 4 ans. Suivez l'homme parler de son état d'esprit, surtout qu'il n'est pas porteur. Je suis négatif et ma femme est positive. Nous sommes ensemble sans mentir. Ça fait déjà 3 ou 4 ans. Nous avons eu 2 gestes. La prise en charge de l'ONG Racine que ma femme, que les enfants n'ont pas un. Donc ça, c'est une joie dans la famille. Moi, aujourd'hui, avec les tests de temps en temps, je ne l'ai pas. C'est une joie de vivre avec cette maladie. C'est avec elle que je vis. Et puis, mais avant de la connaître, elle m'a dit qu'elle est porteuse. Dans la vie, chacun bouge avec sa maladie. Faut pas fuir l'autre parce que toi, tu n'es pas encore dans cet état. C'est pas bon. Au contraire, je l'ai même encore encouragé que ça peut y aller. Et c'est par là qu'elle me dit, d'accord, on va faire quelques temps, d'abord quelques mois, voir. Mais elle a vu que j'ai pris l'ardeur de l'aider, de poursuivre. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait déjà des hôpitaux plus concernant ce mal. Mais le rendez-vous qu'elle ira, c'est moi-même qui l'ai amené à l'hôpital. Et je me suis présenté aux femmes, j'ai dit oui, c'est moi qui suis son mari. Ils l'ont fait sortir, ils m'ont appelé. Et puis on a eu des interviews. Et puis je les ai dit d'accord. Une fois que je serai là jusqu'au bout. Quand tu aimes quelqu'un, il faut être ensemble pour le meilleur, pour le pire. C'est moi-même de temps en temps qui va vérifier son carnet. Et puis quand tu veux pousser quelqu'un à éradiquer ce mal, il faut suivre le traitement, les rendez-vous. Et puis financièrement aussi. Parce que quand il n'y a pas l'argent, elle ne pourra pas se rendre, faire les analyses et puis être au rendez-vous. Il n'est pas rare d'entendre des femmes et même des hommes se plaindre du fait que leur partenaire ne s'acquitte presque jamais de leurs dettes envers eux. On se pose alors la question de savoir si dans un couple, un prêt équivaut à un don. Suivez l'avis des citoyens rencontrés. D'abord, je dirais que dans un couple, la distinction entre prêt et don peut se brouiller très souvent. Maintenant, dans un couple, si par exemple l'un des partenaires fait un prêt
à l'autre et qu'au moment de ce prêt ou à la longue, la personne qui a effectué le prêt n'a pas mentionné que c'était un don, je pense qu'il est préférable que celui qui a reçu ce prêt-là s'acquitte de cette dette. Parce que un prêt, c'est une dette qu'on doit rembourser normalement. Et il est mieux de rembourser ce prêt pour ne pas brouiller les frontières. Un prêt, c'est carrément un prêt. Il faut toujours garder la confiance de la personne chez qui tu veux prêter. Tu dois rembourser, peu importe les circonstances. Même si vous êtes en couple. Mais du côté de celui qui a prêté également dans le couple, c'est que si tu lui as prêté, ne garde pas trop les décisions. Dis-toi, si je récupère, c'est bien. Si je ne récupère pas, c'est un don. Ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, je vais récupérer ça sur une certaine voie. Celui qui a prêté doit être dans l'optique, j'ai prêté de l'argent chez mon ou ma partenaire, donc je dois lui rembourser. Il n'y a pas à dire que c'est mon petit ami, c'est mon mec, ce qu'il m'a prêté, c'est fini, je ne rembourse plus. Ça, c'est de la narque. Je ne pense pas que dans un couple, un prêt est un don. Pas parce que vous êtes en relation, vous êtes en couple, que prêter c'est un don. En aucun cas, ce n'est un don. Si je te prête de l'argent, je vais reprendre l'argent jusqu'au centime, jusqu'au millième, je vais reprendre parce que du principe où je t'ai remis l'argent, c'est prête-moi, c'est pas fais-moi un don. Si tu disais fais-moi un don, peut-être que je vais pas forcément te remettre la somme exacte que tu m'as demandé, mais je sais au moins que je ne vais plus m'attendre à quelque chose en retour. Mais du moment où tu me dis prête-moi, j'ai toujours en fait mes programmes sur l'argent. Dans une relation, un prêt c'est pas un don, en aucun cas, jamais. Efface ça de vos mémoires. Des informations hors de nos frontières à présent et c'est avec Ola Grace Adji. Le président sud-soudanais Salva Kiir a confirmé son engagement à accélérer et conclure les négociations de paix de Tumaini. Le chef d'État a également encouragé les partis à concentrer leur attention sur les élections de décembre 2026 lors de l'ouverture du 8e forum annuel des gouverneurs à Djouba. Lors de sa prise de parole, le président du Soudan du Sud Salva Kiir a expliqué que les pourparlers de Tumaini avec les groupes qui se tiennent à Nairobi au Kenya n'ont pas pour but de négocier un nouvel accord parallèle ni de remplacer ou de démanteler l'accord de paix déjà existant. Salva Kiir a également expliqué que la prolongation de la période de transition était motivée par un désir collectif de parvenir à une paix durable. Compte tenu de la situation désastreuse, la représentante spéciale adjointe de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, Anita Kiki-Gbeho, a souligné la nécessité pour les dirigeants nationaux et étatiques d'assurer un accès sans entrave aux organisations humanitaires. Car dans ce pays d'Afrique de l'Est, 9 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire et 7,5 millions souffrent d'insécurité alimentaire. Direction Syrie. Des combats dans le nord de la Syrie entre les forces du régime et des djihadistes ont fait plus de 130 morts selon un nouveau bilan ce jeudi par une ONG qui fait état d'une offensive lancée contre des territoires contrôlés par le gouvernement près d'Alep. Il s'agit des plus violents affrontements depuis des années dans ce secteur où la province d'Alep et ses territoires aux mains du régime de Bachar al-Assad jouxtent le dernier grand bastion rebelle et djihadiste d'Idlib. Des chutes de neige records ont fait 3 morts dans la région de Séoul et perturbé plus d'une centaine de vols ainsi que des liaisons de ferry, a annoncé jeudi 28 novembre le ministère sud-coréen de l'Intérieur. La capitale de la Corée du Sud a été recouverte d'un manteau blanc mercredi après avoir enregistré ses plus importantes chutes de neige pour le mois de novembre depuis le début des relevés il y a plus d'un siècle selon l'agence météorologique nationale. Les chutes de neige qui se poursuivaient jeudi ont par ailleurs entraîné l'annulation de 156 vols, perturbé 104 services de ferry et provoqué 131 coupures de courant dans le pays selon la même source. Jeudi matin, la couche de neige atteignait jusqu'à 40 cm par endroit dans la capitale. En sport, la qualification des Guépards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations continue de faire réagir. Pour certains, les joueurs béninois vont étonner lors de cette grande messe du football africain. En tant que politicien, je pense que cette victoire est une victoire qui va davantage encourager le gouvernement à faire beaucoup plus d'efforts, à améliorer encore ce qui est en train d'être fait. Donc nous avons une victoire de point de vue qui nous dit voilà ce qu'on peut avoir en si peu de temps, mais si nous avançons, nous mettons beaucoup plus de moyens, nous allons beaucoup plus récolter plus que ça. Le Bénin aujourd'hui se renforce davantage dans la détection des talents, de nouveaux talents, des produits vendables, des jeunes talentueux, d'une équipe d'encadrement
beaucoup plus professionnels et du rôle du gouvernement à leur côté. Le gouvernement a annoncé que la préparation par rapport à cette phase finale de la CAN sera faite dans de meilleures conditions. Les élections auront lieu début 2026, alors que la compétition va commencer fin 2025. Donc la compétition sera au même moment, va se dérouler au même moment que les campagnes pour les élections communales et les élections législatives couplées qui auront lieu le 11 janvier 2026. Nous avons des défis à relever. Les défis, c'est que nous avons l'obligation de faire pour que ces moments soient des moments festifs pour nous, que ces moments de campagne coïncident effectivement avec les moments de joie de notre équipe nationale que nous devons suivre de près, même si nous sommes en campagne. Donc le défi, c'est de savoir que nous avons deux défis. Aller aux élections, une élection qui doit être une fête, et en même temps à donner, se révéler au monde par le sport, par le football. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à Parfait Afodéo pour la mise en ligne. Passez une bonne soirée. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.